Je voudrais vous présenter le Dr. Jeff Green, qui est gériatre dans l'un des principaux hôpitaux ici. Bonjour Jeff, qu'est-ce qu'un gériatre? Un gériatre est un spécialiste qui travaille avec les personnes âgées. En général, nous sommes formés en tant que médecins, principalement en médecine interne, puis nous nous spécialisons dans les soins aux personnes âgées et les maladies qui les affectent. Et pas mal de gériatres, au fil des ans, se sont spécialisés en médecine des AVC, car l'AVC est une condition courante chez les personnes âgées. Donc, beaucoup d'entre nous se sont spécialisés en tant que spécialistes des AVC. Et quel âge dois-je avoir pour avoir accès à un gériatre? C'est l'une des questions difficiles à répondre car il y a une grande variété. Les personnes âgées ont la plus grande variété de capacités et de formes physiques. Mais en général, la plupart des services prennent des personnes de plus de 65 ans, la plupart des services de gériatrie. Si je pense qu'un gériatre pourrait m'aider, comment puis-je vous contacter? Généralement, c'est par le biais des soins primaires, des médecins comme les généralistes, bien que beaucoup d'entre nous acceptent également des recommandations d'autres groupes professionnels, comme les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes. Certains gériatres sont accessibles via les services d'infirmières de district. Nous sommes donc assez ouverts aux recommandations de divers professionnels de la santé, mais en général, le médecin généraliste de soins primaires est la personne qui initie la recommandation en premier. Donc, si je subis un AVC, je verrai un gériatre à l'hôpital ou un neurologue. Que ferait un gériatre pour moi à l'hôpital? Les gériatres travaillent tout au long du continuum des AVC pour les patients victimes d'AVC à l'hôpital de nos jours. Certains d'entre nous travaillent au début, si vous voulez, qui est la partie aiguë de l'AVC dans les services aigus. Mais beaucoup de gériatres travaillent également dans le domaine de la rééducation, et la rééducation pour les personnes âgées a également été un domaine de travail traditionnel pour les gériatres. Quels types de services sont disponibles dans la communauté pour m'aider ou aider mes proches après que j'ai eu un AVC ou qu'ils ont eu un AVC? L'un des aspects de notre travail est justement ce à quoi vous faites référence, c'est-à-dire l'assistance aux personnes à domicile une fois qu'elles quittent l'hôpital. Donc, un aspect de notre travail est le travail dans la communauté. En général, il y a une assistance pour les personnes dans la communauté, à la fois avec la rééducation, pour qu'elles puissent continuer les progrès qu'elles ont réalisés après leur AVC, après les progrès en hospitalisation. Ainsi, la rééducation communautaire à domicile est un service qui est établi dans de nombreuses régions et est un service très utile. Nous avons des services ambulatoires, en particulier en ce qui concerne la kinésithérapie et l'ergothérapie, où les patients victimes d'AVC peuvent continuer à recevoir de l'aide de ces groupes professionnels. Et nous avons également des cliniques de suivi médical des AVC dans différentes régions où nous aidons les patients qui ont eu un AVC à vérifier que tout a été fait pour prévenir d'autres AVC. En plus de cela, nous avons également ce qu'on appelle des services de jour dans certaines régions où les patients viennent passer quelques heures dans un service où ils reçoivent une thérapie, par exemple de la kinésithérapie ou de l'ergothérapie, et prennent souvent un repas là-bas, puis rentrent chez eux pour dormir la nuit. C'est donc une activité de service de jour. Certaines personnes ne sont pas assez bien pour entrer chez elles et elles pourraient entrer en soins résidentiels. Qu'est-ce que les soins résidentiels et que proposent-ils? Les soins résidentiels se réfèrent généralement au type de résidence où les gens pourraient séjourner dans un village de retraite ou dans une maison de repos ou un hôpital. Les termes diffèrent d'un pays à l'autre, mais ce sont les termes courants généralement utilisés. L'importance des soins résidentiels est qu'ils fournissent une assistance aux personnes pour leurs activités quotidiennes et l'assistance médicale dont elles pourraient avoir besoin lorsqu'il n'est plus possible pour les proches de fournir cela dans leur propre environnement. Et très souvent, vous ne pouvez pas fournir beaucoup d'assistance dans l'environnement de la personne. Par exemple, une personne pourrait recevoir une assistance personnelle où quelqu'un vient l'aider à se doucher ou à s'habiller, et cela peut être fourni sur une base d'1 heure par jour ou de quelques heures par jour. Mais lorsque la personne a besoin de plus de soins que cela, parfois elle a besoin de soins en maison de repos ou de soins hospitaliers gériatriques de longue durée. Les soins en maison de repos, en général,
La personne est plus indépendante et a parfois généralement une certaine mobilité, mais nécessite une assistance infirmière, tandis que quelqu'un de plus handicapé et nécessitant des soins infirmiers 24 heures sur 24 serait dans un hôpital. Si je m'occupe de quelqu'un qui a eu un AVC, quels conseils me donneriez-vous? Soyez patient et comprenez les effets de ce que cette personne a subi. Obtenez toute l'aide que vous pouvez. Ne soyez pas trop fort et résistant. Rappelez-vous que vous avez besoin d'aide et d'assistance. Accédez à l'aide pour assister aux soins quotidiens de cette personne. Rappelez-vous que les patients victimes d'AVC s'améliorent, mais la chose la plus importante est que cela prend du temps et les familles des victimes d'AVC doivent être très patientes et donner à la personne beaucoup de temps pour se remettre de ce qui s'est passé, car tout cela c'est un long processus de rétablissement, et utilisez tout ce que vous pouvez, y compris les soins de répit, Oh, d'accord. pour vous aider dans les soins de la personne dont vous vous occupez qui a eu un AVC. Qu'est-ce que les soins de répit? Les soins de répit, c'est lorsque la personne va dans un hôpital ou dans une maison de repos pour une courte période, généralement 1 ou 2 semaines, pour donner une pause aux aidants. Et les soins de répit sont très importants pour donner à l'aidant l'occasion de recharger ses batteries, de faire une pause, de prendre de petites vacances, puis de se sentir rajeuni pour pouvoir à nouveau s'occuper de son proche. Les soins de répit ont généralement lieu dans les maisons de repos, mais ils sont également offerts dans certaines régions dans les hôpitaux, selon le degré de dépendance de la personne. Si elle est très dépendante, elle pourrait avoir besoin de soins de répit dans un hôpital, et dans certaines régions, dans de nombreuses régions, c'est subventionné par les services de santé et c'est gratuit. À quel point est-il important que je profite de ces soins de répit qui me sont offerts? Très important, car il est important que la personne qui s'occupe de la personne ait une pause, et certains aidants ont du mal à lâcher prise et à laisser la personne aller dans une autre institution pendant 1 ou 2 semaines parce qu'ils disent que leur vie entière est vraiment devenue le soin de cette personne. Mais il est important qu'ils prennent cette pause et se donnent une chance de se régénérer et de retrouver l'énergie pour s'occuper de la personne handicapée. Et ce que je dis souvent aux familles et aux patients qui ont eu un AVC, s'ils ne sont pas enclins à aller en soins de répit, c'est que cela vous gardera indépendant et à la maison plus longtemps. Donc, ce n'est pas un signe de dépendance croissante d'aller en répit, c'est promouvoir votre indépendance en vous gardant à la maison plus longtemps parce que vos aidants ne s'épuiseront pas. Quels conseils puis-je donner à mes membres de la famille ou à mes enfants pour m'aider à m'occuper de mon proche qui a eu un AVC? Je pense qu'ils doivent s'assurer de vous fournir le soutien émotionnel nécessaire. Mais plus que cela, les aidants ont vraiment besoin d'un soutien pratique. Parfois, les familles pensent que les appels téléphoniques, les emails ou ce genre de communication sont suffisants, mais souvent les gens ont besoin d'un soutien pratique. Ils ont besoin de quelqu'un pour aider avec les rendez-vous chez le médecin. Ils ont besoin de quelqu'un pour aider avec les courses. Ils ont besoin de quelqu'un pour venir et peut-être s'asseoir avec le patient victime d'un AVC pendant un moment, pendant que le soignant prend une pause. Et il est important que ce type d'aide pratique soit fourni. Et très souvent pour les familles, il est utile d'avoir une sorte de planning afin que les soignants puissent prendre une pause et que les autres membres de la famille puissent intervenir de temps en temps. Quand une personne subit un AVC et entre à l'hôpital, elle subit de nombreux tests. Quels sont ces tests? Eh bien, généralement des analyses de sang, des tests cardiaques, des tests de scan. Presque tous les patients qui entrent à l'hôpital devraient avoir une sorte de scan cérébral. Et de nos jours, nous faisons soit des scanners SCAT, qui sont des scanners au rayon X, soit nous faisons des scans magnétiques ou IRM. Ils fournissent tous deux des informations similaires et ils ont chacun leurs avantages et inconvénients. Mais la plupart des patients victimes d'un AVC devraient avoir une sorte de scan cérébral. De plus, nous cherchons à voir avec des tests ce qui a causé l'AVC, car il y a toujours un vaisseau sanguin sous-jacent qui s'est bloqué ou un caillot qui a voyagé dans la circulation. Donc, nous pourrions examiner le cœur avec une imagerie du cœur, ou nous pourrions examiner les artères carotides avec une imagerie par ultrason des artères carotides. La plupart des patients qui ont un AVC devraient avoir un cardiogramme qui est un ECG, comme on l'appelle, du cœur, et des analyses de sang
pour vérifier les facteurs de risque comme le cholestérol, le diabète, et d'autres analyses de sang devraient être effectuées systématiquement chez les patients ayant eu un AVC. Donc, un patient victime d'un AVC peut s'attendre à avoir des analyses de sang, des imageries, une imagerie cardiaque ainsi qu'un électrocardiogramme. Y a-t-il différents types d'AVC? Oui, certainement. Un AVC est tout dommage à votre cerveau causé par un vaisseau sanguin. C'est la définition large d'un AVC. Et en général, les vaisseaux sanguins se bloquent ou saignent. Et ce sont les deux. La majorité des AVC sont des blocages de vaisseaux sanguins, mais vous pouvez aussi avoir une hémorragie dans le cerveau qui cause un AVC. Pourquoi il se bloque? Il y a un certain nombre de causes, mais généralement il se bloque parce que les artères se rétrécissent dans le cerveau lui-même, ou un caillot a voyagé dans l'artère et s'est logé dans le cerveau et a causé le blocage. Vous avez mentionné qu'un AVC est un dommage au cerveau, Mhm. mais il peut avoir des effets sur tout le corps. Mhm. Quelles sont les complications de l'AVC? Les symptômes habituels que quelqu'un ressent sont assez divers en raison de la nature étonnante du cerveau en termes de ses multiples fonctions. Mais généralement, les gens seront conscients de la faiblesse que quelqu'un peut ressentir. Mais il y a d'autres symptômes qui sont également importants et que les gens ont tendance à oublier. Je pense que des changements visuels peuvent se produire. Les gens pourraient avoir leurs paroles affectées. Ils pourraient avoir leur capacité à penser affectée. La capacité à calculer et des difficultés de mémoire ont également été mentionnées. Et en plus, il y a un certain nombre de symptômes spéciaux qui peuvent affecter les patients victimes d'un AVC et des complications, comme vous le mentionnez. La douleur, par exemple, peut être quelque chose d'important à signaler au médecin et à traiter si c'est ce dont vous souffrez. Et cela peut certainement se produire avec un AVC. Les patients peuvent souffrir de raideur de l'épaule. Si vous avez une cicatrice sur votre cerveau à cause d'un AVC, vous pouvez souffrir de crises ou de convulsions ou de crises comme on les appelle, et cela peut être traité très efficacement. Et aussi, les autres choses concernent votre mémoire et les changements de personnalité qui peuvent se produire avec un AVC, ainsi que les changements d'humeur. Il y a donc vraiment un grand nombre de complications qui peuvent se produire. Dans la phase aiguë, nous surveillons également les infections pulmonaires auxquelles les patients victimes d'un AVC sont sujets en raison du risque que la nourriture descende dans leurs poumons. Et nous faisons très attention à prendre soin de la peau quand une personne est assez immobilisée par un AVC pour vérifier qu'elle ne développe pas, que le patient ne développe pas des escarres ou des ulcères sur sa peau. Il y a une grande diversité de complications qui peuvent se produire et une grande partie de l'approche peut-être plus moderne des soins de l'AVC ou des soins de l'AVC aigu est vraiment de traiter ces complications et d'être très méticuleux quant à la façon dont la personne est prise en charge dans les phases initiales d'un AVC afin de maximiser leurs possibilités d'une bonne récupération. Étant donné la possibilité de toutes ces complications, j'imagine qu'il est très important, une fois que je reviens, de m'assurer que j'ai des contrôles médicaux réguliers. À quelle fréquence devrais-je aller voir le médecin quand je retourne dans la communauté? Cela varie, mais au moins tous les 3 mois, vous devriez voir un médecin généraliste pour faire vérifier votre tension artérielle. Si nécessaire, faites vérifier votre glycémie pour voir comment est votre contrôle du diabète si vous avez du diabète. Un suivi de vos lipides et de leur bon contrôle, ainsi que de traiter les complications et les problèmes généraux que nous avons discutés concernant l'AVC, donc je dirais au moins tous les 3 mois. Si les gens prennent de la warfarine après un AVC, ils doivent faire des analyses de sang régulières, et si la warfarine est contrôlée, cela pourrait n'impliquer qu'une analyse de sang chaque semaine ou toutes les 2 semaines, mais dans les premiers stades de la prise de médicaments à base de warfarine, vous pourriez avoir besoin de faire des analyses de sang plus fréquentes, et vous pourriez avoir besoin de voir votre médecin plus fréquemment. Et je pense que l'autre message est que si vous ne vous sentez pas bien ou que les choses ne vont pas bien, n'attendez pas le rendez-vous de 3 mois. Assurez-vous de prendre rendez-vous avec le professionnel de santé pour un suivi. Mieux vaut prévenir que guérir. Absolument, oui. Merci beaucoup. Avec plaisir.